Mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Weekend AB Show pour un énième hebdomadaire. Mika, comment est-ce que tu vas? J'en assume l'entière responsabilité que le podcast sortira mardi à 18h car c'est moi qui ai mis faux plan à Mika. Je tiens à m'excuser. C'est pas grave, moi, Ibi, je te pardonne tout. Bah c'est carré. Bah avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas d'activer les sous-titres au cas où si vous ne comprenez pas notre langue. Donc au cas Ah, où. comment Mais pas. en tout cas, l'actualité, elle est assez fournie. Donc, comme d'habitude, on va revenir sans langue de bois sur tous les sujets. Et n'oubliez pas, on est passé de -10% à -15% sur Import Fight. Donc, c'est jusqu'au 4 février. Faites-vous beau gosse à l'entraînement avec du matos de qualité, du matos de champion. Donc, c'est sur Import Fight. Et en plus, il y a le code promo. Mais bon, à l'heure où la vidéo elle sortira, il y aura déjà le tirage au sort. Donc, peut-être qu'il y en aura d'autres. Parce que là, il y a une belle paire de gants d'une valeur de 249 euros à gagner. Donc, tout est sur l'Instagram d'Import Fight. Mais bon, à l'heure où le podcast sortira, je pense que le tirage au sort sera déjà fait. Et donc voilà. Mika, Eh ben, actualité écoute, assez chargée quand même. On va ouais, revenir. Vas-y, en vas-y. réalité, il y a pas eu de UFC, mais il y a des week-ends, il y a un week-end chargé. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de choses à dire parce que il y a des événements qui se sont déroulés et qui traduisent quelque chose qui couvre depuis longtemps, qu'on n'a pas forcément couvert par volonté de ne pas vouloir aggraver la situation. Mais là, on va en parler puisque je reçois énormément de DM vis-à-vis de combattants, vis-à-vis d'une organisation. Et au vu des prises de position que j'ai toujours prises, je suis obligé de les prendre là, mais on va y venir après. C'est sur le coffre. Bah écoute, je pense qu'on va commencer par ça, Mika, justement. Pour y aller Allez, chronologiquement. bon, on commence comme ça. On commence par le côté positif du coffre. Le côté Côté positif, positif, je peux commencer moi. allez, Moi, vas-y. je suis un gamin. J'aime le divertissement, comme je vous l'ai fait entendre quand il y avait Wally contre Christopher Odena lors du Hexagone. Bah là, en fait, on a eu une scène assez similaire, mais bon, même si je trouve qu'elle a un petit peu dépassé les bornes, c'est Ah pour... ouais, bah tu vois, moi, ça, pour moi, là, c'est bad buzz de ouf. En plus, tu vois, et vas-y, je te laisse finir, après, je prends la Non, parole. non, bah, moi, j'avoue, je suis un gamin. En fait, ça m'a fait rire parce que, bon, en soi, c'est parti trop loin, surtout qu'il y a une claque qui a été échangée et tout. Il a C'est parti été. vraiment loin. Mais par contre, en fait, ce qui m'a fait rigoler, c'est la réaction Mais de... regarde, attends, Ibi, c'est ouais. même pas drôle. T'as un gars, il est chez lui à Nantes. On te le vend comme la terreur nantaise. Il arrive, il met une baffe à un gars. Non, 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 mais non, c'est attends. Non, mais jusque-là, c'était drôle. Parce qu'en fait, non, c'est pas drôle, je te en fait, jure. ce qui m'a fait rigoler, tu sais, c'est quoi? C'est la manière dont il a pris à cœur. Tu vois, quand ils échangent des mots, là. En fait, Bah, j'ai pas compris, il n'y a pas eu d'animosité entre les deux. Et c'est bah, ça qui si, m'a fait parce qu'il rigoler. y Je en me suis dit, a. mais. En Ouais. fait, de ce que je comprends, l'autre, il lui a dit, ouais, tu vas retourner en prison, tu vois, On- ça a dû piquer. L'autre, il a pris le seum, il lui a mis une baffe. Et Après, en plus, il cherche un objet à lui jeter sur la gueule. Moi, c'est ça non, qui m'a mais, fait rigoler. Mais après la claque, c'est ouais, vrai que c'est parti trop loin. ça peut, tu vois, je dis pas, tu vois, franchement, tu es sur une organisation de plus haute intensité, avec des combattants où il y a une vraie pression, tu vois, une vraie pression sur leurs épaules. Je repense toujours à l'un des combats où j'ai ressenti le plus d'animosité dans ma vie, je pense que c'est John Jones contre Cormier. Mhm. Tu vois, là, tu comprenais la pression, tu comprends pourquoi ça a dégénéré. Quand il y a eu Khabib contre Connor, à la fin du combat, quand Khabib il saute sur le camp, tu sens qu'en fait, c'est trop de Ouais, il y a une pression. réelle animosité aussi. Ouais. Tu vois, ça veut dire que la pression a été trop forte à supporter pour un humain. Maintenant, il ne faut pas oublier quand on est combattant, Ibi, même s'il y a le spectacle, il y a le trash talking et tout, justement, le trash talking, c'est pas physique, c'est une manière de vendre le combat. Il y en a certains qui y jouent, il y en a certains qui s'en nourrissent, et il y en a certains, ça va les galvaniser. Je pense par exemple qu'un Doumbé, je suis persuadé que lui, dans l'âme, c'est un vrai trash talker. Tu vois, il a besoin de ça Mhm. pour performer. Je pense, hein. Tu vois, que Mhm. c'est pas que pour le côté divertissant de la chose, Ouais. c'est que je pense qu'il se nourrit de ça pour aller au combat et pour être meilleur. Mais il y en a d'autres, ils jouent et ils surjouent et ils rentrent dans des personnages et ils se font dépasser pour des trucs
Alors que quand tu regardes le palmarès des deux, c'est même pas pour vanner, mais tu as un mec qui a 0,1 et tu as un mec qui a 0,2. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? À un moment donné, il faut Mais, redescendre. mais quand même, pour être honnête, hein, moi, je me prends une telle claque. Parce que tu vois, il y a des poussas. Parfois, tu as des combattants qui viennent qui poussent le visage. Tu vois, ça se pousse. Mais là, la claque qu'il a mis, je sais même pas si je combats. Moi, je sors complètement du combat parce que là, c'était vraiment violent quand même, la claque qui se prend, hein. Donc, c'est vrai Et même, que. tu sais, Mhm. même quand tu fais ça, et bien, tu prends en otage l'organisation, tu prends en otage le banner qui est quand même, genre, l'organisation, elle se fait autour de l'image de le banner, il est au milieu de ça. Je pense que c'est pas quelque chose qui l'amuse forcément. Tu vois ce que je veux te dire? Mhm. Surtout, encore une fois, il faut resituer dans le contexte. On parle pas d'une ceinture, on parle pas de mecs qui ont des palmarès archi hauts. Et en fait, ils se sont fait dépasser par les événements et malheureusement, bah, ça véhicule une image qui est archi néfaste pour le MMA. Et tous les gros médias, qu'est-ce qu'ils ont relayé durant la cérémonie de la pesée? Au lieu de mettre la lumière sur un combat qui aurait pu vraiment marquer les esprits, c'était Lezukov contre Elikai, et ben on n'a parlé que de ce combat-là. Et c'est en ça que c'est dommage. Et en plus de ça, je trouve que c'est plutôt néfaste pour le MMA. Et après, je comprends que tu es souri quand tu as vu la scène. Mais quand tu prends un peu de recul, je te jure, ça n'a même pas de sens. Forcément, Ça je te rejoins. Et comme tu as dit, bah, comment il s'appelle? Teddy Samson, je l'avais déjà vu, je crois, combattre. Par contre, son adversaire, je ne savais vraiment pas d'où il sortait. Et après, quand j'étais me renseigner, justement, j'ai vu qu'il y avait 0-2 pour son adversaire qui se prénomme Arnaud et 0-1 pour Teddy Samson. Mais c'est vrai que, oui, il n'y avait pas lieu d'être. Franchement, pour être honnête, il n'y avait pas lieu d'être. Et c'est même parti un petit peu trop loin. Ok, le petit trash talk à la pesée, enfin, sur la conférence de presse, voilà, on peut accepter. Mais c'est vrai que la claque, elle était un petit peu trop violente à mon goût. Mais voilà, Ah, donc c'était un côté qui c'est m'avait violent. diverti Et avant la même claque. Arnaud, Arnaud, enfin, je le connais pas, tu vois, mais je crois qu'il combat pas chez lui. L'autre, il est en position de force, il est chez lui, c'est sa maison. Ah, Mhm. ça met trop de pression pour pas grand-chose. Ça donne une mauvaise image. Lui-même, tu vois, je pense que c'était plus un moyen de redorer son image, tu vois. Il l'explique, il a un passé un peu bah, délicat. Il a fait beaucoup d'années de prison, si j'écoute ce qu'il dit. Ce que je veux dire, c'est que bah, je sors de là, justement. Le sport, c'est un moyen de s'exprimer comment dirais-je, différente que dans la violence et dans les choses comme ça. Et même si c'est une forme de violence, hein, mais ça reste une violence codifiée. Donc, sincèrement, je trouve que mauvaise image. Mauvaise image, mauvais délire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais Mika, je te laisse du coup Non, rebondir sur les combat, choses. bah, Ouais. un combat que j'ai apprécié, moi, c'est Quadja Dubois. J'aurais pensé que, tu vois, j'ai trop tendance des fois à rester sur des performances et oublier qu'il y a qui en face, parce que je pensais que Quadja, au vu des deux dernières performances qu'il a fait, ça aurait été un combat un peu plus simple pour lui. Après, il a nettement dominé le combat, mais j'aurais pensé qu'il allait être plus à l'aise. En tout cas, c'est quelqu'un qui renoue avec la victoire. C'est Mhm. quelqu'un qui est préparé pour les combats et qui a fait un beau fight. Et félicitations à Dubois quand même. J'ai trouvé aussi qu'il a été dur au mal, il a réussi vraiment à trouver des solutions pour perturber le jeu de Quadra. Donc, félicitations à eux. Et d'ailleurs, ça va se faire entre Dubois et Oudina ou pas la revanche? On va revenir après sur l'avenir du COF et où ça en est actuellement, mais en tout cas, si ça intéresse une organisation, ce combat-là, c'est un combat que, là, je parle au nom d'Oudina en tant qu'ami d'Oudina, c'est un combat que Oudina veut faire et tient à faire. Ok, ok, Mika. Il y avait un combat dont t'avais parlé, c'était Nikita Lezukov contre Elikai. Ouais, et je pensais que ça allait être un combat avec beaucoup plus. Après, attention, hein, ça s'est fini assez vite au premier Mhm. round en 2 minutes 30, donc ça Ouais. reflète pas forcément un réel. Enfin, ça reflète une réalité de la soirée, mais pas forcément une opposition qui y aurait sur 10 combats. Mais c'est vrai que je m'attendais. Je savais que Lezukov était pour moi favori, parce que je le vois vraiment comme un bon, hein, Lezukov. C'est un mec qui a 8-0, qui enchaîne les victoires, qui est actuellement pris en main par le Boxing Squad. Et Likai, je le trouvais aussi de plus en plus fort, capable de faire des grosses guerres, capable de lutter, de faire un peu de sol. Et en fait, les Zukov, c'était, en tout cas là, sur ce combat-là, ça a donné le sentiment que c'était Ouais. vraiment une marche trop haute pour Elikai. Ouais. Et ça prouve que Nikita, bah,
il a peut-être le niveau pour aller dans des organisations plus grosses désormais. Et je pense que c'est un Français sur qui on peut compter, hein, les Zukov. Encore une fois, il a 8-0 en carrière. Sur ses 8 victoires, c'est 4 par soumission. Non, 2 par soumission, 4 Mhm. par KO TKO. Au KOF, il est sur un 4, 4-0 au KOF. Franchement, c'est un combattant voilà, qui va évoluer, qui doit maintenant désormais. Non, 3-0 au KOF, pardon. C'est un combattant qui doit désormais évoluer et qui doit aller dans des organisations peut-être un peu plus hautes. C'est peut-être quelqu'un qu'on retrouvera à l'Hexagone, peut-être qu'on retrouvera au RS, mais je pense qu'il a les armes Mhm. pour affronter aujourd'hui le top national. C'est trop tôt selon moi pour aller affronter le top européen, clairement. Par contre, pour aller affronter ce qui se fait de mieux d'un point de vue France, je pense il y a moyen, tu vois. Et puis Mhm. ça laisse présager des belles oppositions qui signent soit à l'Hexagone ou qui signent, comment dirais-je, au RS. Il y aura de l'opposition pour lui. Ok, Mika, on peut passer au main event entre Boris Mbarga pour la ceinture des poids lourds face à Rafael Pesosa. Pessoa, pour rappel, hein, pour ceux qui suivent, qui ont bien suivi la carrière de Cyril Gane, c'est cet adversaire-là que Cyril avait affronté lors de son premier combat à l'UFC. Je sais pas si tu te rappelles, Mika, même il gagnait par bras tête. Ouais, il gagne sur une sorte Ouais. de. Donc, Bah, ouais. écoute, je m'attendais à un premier gros test pour Mbarga, même Mhm. si son adversaire était sur une série de défaites consécutives. On va pas se mentir, tu vois, l'adversaire à l'UFC, bah, il s'est fait cut après 3 combats. Il en a gagné un, il en a perdu deux. Derrière, il est parti à l'ACA en Russie. Il a pris 3 tempêtes, Mhm. 3 KO au premier round face à des adversaires assez Mhm. solides. Et là, il signe au COF, donc clairement, il est pas sur une dynamique de victoire, hein. Sur 6 combats, il était sur 5 défaites, une Mhm. victoire. Mais je pensais que, tu vois, par l'expérience, par son niveau de maturité, etc., c'est quand même quelqu'un qui, à un moment donné, était sur quasiment 9 victoires consécutives. Donc, tu vois, je me suis dit, ça va aller être un vrai test pour Mbarga. Et en fait, Mbarga, ça a été peut-être le combat le plus facile qu'il ait pris actuellement, Mhm. presque en carrière, quoi. Ou du moins la stratégie qu'il a mis en place. Parce qu'on ne peut pas dire que c'est non plus que le fait que son adversaire soit nul, pas du tout. Mais la stratégie qu'il a mis en place a fait que bah, le combat a paru super déséquilibré. Et Ouais. Mbarga, c'est pareil, hein, c'est 3 combats, 3 victoires au COF, la ceinture. Et pareil pour Et, Mbarga, je pense que et désormais, 8-0 en amateur, hein. ouais, pour Huit Mbarga, 0 tu en parles. amateur, ouais. Ouais, pour Mbarga. Après, moi, Ouais, pour être ouais. très transparent, pourtant, en plus, c'est un ami, j'apprécie beaucoup et je pense sincèrement qu'il a un potentiel. Je l'ai vu sur son avant-dernier combat. Maintenant, en fait, ce qui est malheureux, c'est que ça ne met pas en valeur la ceinture du coffre. Comme tu l'as dit, son adversaire, il sort de 5-6 victoires, 5-6 défaites consécutives. Il n'a pas connu la victoire depuis 2019. Donc, en fait, je me dis, même pour la crédibilité en fait de l'organisation. Tu sais, il y a eu un combat de polo il y a quelques mois, je vais regarder. Je crois que c'était entre deux poids lourds, Grégory Robinet et Luc Angelica, tu sais, un Suisse. Ouais, Bah, tu ouais, je vois, par vois. exemple, lui, il est sur du vert. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas avoir organisé ce combat-là? Après, je sais pas. Peut-être que toi, tu es au courant. Peut-être que Ouais, c'est vrai. ils ont essayé d'orchestrer ce combat-là. Mais en tout cas, voilà. Donc, j'ai pas compris. Sachant qu'il y a déjà des poids lourds dans le ressort du coffre, si je me trompe pas. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas avoir. Pourquoi ne. Ouais, voilà, en fait, pourquoi avoir été chercher déjà un vétéran UFC qui est sur 5 défaites consécutives? Je trouve que ça n'a pas de sens. Et Alors, vraiment, ça n'enlève rien à la performance de Boris, mais c'est vraiment en fait par rapport à la crédibilité. Et puis même, est-ce que ça lui fait vraiment prendre des places sur Fight Matrix, dans le classement, tu vois, est-ce que ça lui sert vraiment à quelque chose dans sa carrière, tu vois? moi, je me mets à la place du manager, à la place du manager de Boris. Moi, je suis pas manager, mais je me dis, il affronte un vet UFC. Quoi qu'il arrive, il a affronté un vet UFC et il Ah, a mais Mika, on est battu. d'accord, il y a vétéran UFC et vétéran UFC. Ah, mais je suis d'accord, mais Mhm. tu me demandes de te positionner mon avis. Je te le donne, tu me dis, laisse-moi aller au bout. Je te dis, je me mets de la place du manager, je me dis, il affronte un vet UFC, il bat au premier round un gars que Cyril Gane a battu au premier round. Tu sais très bien que dans une déclaration Ok. demain, tu dis, ah, Ouais, mais mon gars, il. Mika. Non, mais je te parle sur l'aspect commercial. Ouais. Sur l'aspect sportif, Non, mais honnêtement, même l'aspect commercial.
Donc tu penses que ça va taper dans les yeux des matchmakers de l'UFC? Non, je n'ai pas dit que ça va taper. Je dis, de base, il affrontait un mec plus expérimenté que lui. Et après, la performance, elle est décevante de Pessoa, mais on ne peut pas non plus mettre de côté le fait que potentiellement, c'est Mbarga qui était fort aussi. Maintenant, je suis d'accord avec toi que le Pessoa qu'on a eu, c'était pas quelqu'un qui avait le sentiment d'avoir préparé ce combat ou qui avait ou qui a donné le moindre répondant dans le combat. Mhm. Mais il s'est fait laminer. Et après, donc, ça laisse aussi présager, attention, que Mbarga est solide. Tu Ouais, vois ce non, que je mais veux dire? parce que déjà, le gars qui devait affronter, c'était Lee Voilà, c'est ça. Chadwick, Lich, 31-19, et lui, il était sur une série de victoires, tu vois. Donc, exactement, mais lui, ouais. il a pull out. Donc, il a fallu Mhm, trouver un remplaçant. Et à 2 semaines, je crois, ou 3 semaines du combat, l'autre a accepté. mhm. Donc, il y a ça aussi. Et c'est une réalité. Donc, après, te dire est-ce qu'il il y avait mieux ou pas, je pense que les autres n'étaient pas prêts pour prendre un short notice à 3 semaines et ils ont refusé. Et c'est pour ça que c'est tombé sur Raphaël Pessoa. Mais encore une fois, je rejoins ce que tu dis. Je pense pas que aujourd'hui, le palmarès de PCOA, ça soit le type de palmarès qui fait que sur une victoire sur lui, tu puisses aller à l'UFC ou tu puisses te vanter d'être un top européen. Mais par contre, quoi qu'il arrive, Boris Mbarga aura battu un vet UFC. Quoi qu'il arrive. Mhm. Aujourd'hui, c'est dans son palmarès. Et n'oublions pas qu'il a que 5-0 en carrière. Donc, il apprend son métier petit à petit. Et effectivement, le combat là était peut-être un peu déséquilibré, mais il a affronté en face de lui un mec qui a combattu 3 fois à la CA et déjà 3 fois à l'UFC et qui a déjà affronté Cyril Gane il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Donc, je te jure, faut relativiser les performances. Souvent, on oublie qui on met en face. Tu vois, Boris, c'est quand même quelqu'un qui a juste 5-0 et qui a combattu 3 fois au COF. C'est pas quelqu'un qui a connu les grosses organisations encore. Ah non, non, bien sûr, moi, en soi, je ne peux même pas lui reprocher à lui ou à ses coachs, ou à son coach. C'est plutôt à Ouais, au matchmaker. l'organisateur et Au au matchmaker. matchmaker. Ouais, je suis Après, d'accord. En après plus, moi, je ne voilà, vais après, pas me vu que cacher. toi, t'es Moi, je conseiller t'explique au le, COF, le contexte. Ouais, voilà, je t'explique. Moi, je travaille. Attention, hein, je travaille. Je donne mon avis sur les cartes pour être conflit sûr qu'il n'y a pas d'intérêt. de. Non, c'est le contraire. Je travaille sur les. En fait, moi, de base, justement, c'est que comme le matchmaking, il est assuré par JB Shelby et que JB, ben, on le sait, il travaille avec la BTT, le COF, ils ont dit attention pour être sûr que dans le matchmaking, il n'y ait pas de trop de favoritisme. On préfère mettre quelqu'un qui valide les combats et voilà, et qui donne son avis sur les combats. Mais clairement, écoute, si des fois aussi je t'explique les annulations qu'on a ou des gars qui veulent pas prendre lui ou lui parce que lui il a un palmarès trop fort et parce que moi je suis dans un combat de reprise, ils me font, hey, gros, des fois tu t'arraches les cheveux. Mais Ah. en tout cas, je suis assez d'accord avec toi sur papier. En tout cas, le jour du J, ça n'a pas été un combat équilibré. Mais par contre, sur papier, je pensais vraiment que Pessoa allait mettre plus en difficulté Mbarga. Et je pense qu'on ne peut pas non plus annihiler les compétences d'Mbarga. Je Ah pense non, mais qu'on ne peut pas dire forcément, bien sûr, on l'a vu même c'est sur l'avant-dernier combat. En plus, il faut savoir que lui, il arrive à la peser, il a moins de 100 kilos. Donc, exactement. sur C'est même son pas sa dernier catégorie. combat, ouais, l'avant-dernier combat, déjà, on a vu qu'il y avait une grosse différence de gab. Et non, c'est courageux ce qu'il fait parce qu'en soi, il pourrait descendre de catégorie, mais il va s'aventurer dans une catégorie qui n'est pas la sienne, contre des plus gros gabarits qui sont beaucoup plus expérimentés que lui. Donc, on ne peut qu'apprécier l'athlète. Voilà. Après, pour le COF, pour revenir au COF, c'est délicat parce que bah, je travaille avec eux. Il y a des combattants que j'ai essayé de faire venir au COF qui m'ont fait confiance, à qui j'ai associé entre guillemets mon image avec le COF. Et aujourd'hui, en fait, tu as une bataille entre. Ils sont 3 actionnaires. Tu as le banner qui gère pas trop le côté logistique et tout, mais qui prête son image au COF. Tu as un Jérôme et tu as un gars qui s'appelle Gianni. Grosso modo, il y a une grosse embrouille entre Gianni et Jérôme et tu as le banner qui est un peu entre les deux. Et le fait qu'il y ait cette grosse embrouille, bah, en fait, tu as des soucis de paiement, des soucis d'investissement, des soucis d'organisation. Et ce qui fait que là, l'air de rien, tu as déjà eu, tu vois, le COF, ils ont accéléré en termes d'organisation. Mais il faut savoir que depuis début décembre, il y a certains combattants qui ne sont pas payés. Tu as certains combattants qui sont payés et tu en as d'autres qui ne sont pas payés. Et je suis obligé d'en parler parce que j'ai toujours pris le parti de parler des combattants. J'ai toujours pris le parti de prendre la défense des combattants. Et en plus, la situation, vraiment, ça ne me met pas dans une situation délicate, dans le sens où bah, contractuellement, je n'ai pas de ça. Mais il y a des combattants, tu vois, au début de l'année dernière, je leur disais, le COP va organiser 10 fois
on va vous faire combattre et tout. Et certains ont signé pour ça, entre guillemets. Et quand je vois qu'il y a des amis à moi qui ne sont pas payés alors qu'ils ont combattu au mois de décembre, ou même que je vois certains combattants ou combattantes qui ont combattu en décembre et qui ne sont pas payés, ça me fait forcément mal au cœur. Moi, je me suis déjà retrouvé dans cette situation avec une organisation polonaise qui ne m'avait pas payé. Ça a été une galère. Et donc, du coup, bah, je suis un peu le porte-voix de ces combattants et j'espère sincèrement que les dirigeants vont prendre. Ils doivent se réunir cette semaine, apparemment. J'espère qu'ils prendront les bonnes décisions entre eux intelligemment et que les combattants seront payés. Et je ne sais pas si tu l'as vu, mais normalement, de base, avec AB, on devait commenter le COF sur YouTube parce que ça passe plus sur RMC. Et tu vois, même ça, techniquement, ils n'ont pas été en mesure de faire en sorte qu'on ait les liens pour pouvoir commenter, etc. Donc ça va pas. Franchement, ça va pas. Il faut le dire quand ça va pas, c'est un peu, Mhm. c'est presque honteux des fois quand tu te considères comme la troisième organisation de France, que tu as fait une année 2024 qui était franchement pas mal, tu vois, Mhm. par pas à l'Hexagone et à Arès, mais qui était pas mal. Quand tu arrives en 2025 et tu apprends ça, tu vois que j'apprends que depuis deux événements déjà, certains n'ont pas été payés, que l'événement de février qui est organisé, tu sais même pas s'il va se tenir ou pas. Je pense que les combattants, la meilleure chose à faire, c'est surtout de ne pas faire le mort et au moins de mettre une politique de communication pour expliquer clairement ce qui se passe. Parce que là, tu mets tout le monde en galère et tout le monde est en train de spéculer et Mhm. personne ne sait où on va. Donc voilà, c'est Mhm. le petit message à faire passer. Non, donc on comprend mieux pourquoi ça n'a pas été diffusé sur RMC du coup. Bah, sur RMC, après, c'est peut-être lié à d'autres problèmes, hein. Mhm. Ça, je ne sais pas. Pour le coup, j'ai pas d'informations. J'ai pas envie de faire de spéculation non plus, mais effectivement, ça pourrait expliquer le fait que RMC n'est pas rediffusé. Ok, Mika, merci pour tes éclaircissements. Mais d'ailleurs, en parlant de spéculation, on a vu en tout cas une nouvelle collaboration entre Benoît Saint-Denis et Nicolas Hott. Donc du coup, moi, j'ai été investigué auprès du clan BSD. Donc bah, effectivement, de toute manière, voilà, il n'y a pas de surprise, ça a été annoncé sur la chaîne YouTube de Benoît Saint-Denis, cette collaboration. Donc voilà, j'ai vu pas mal de médias relayer cette nouvelle. Et ensuite, j'ai vu, franchement, j'ai vu un tweet passer. Et j'ai vraiment pas le nom du compte, mais qui disait qu'en gros, Benoît a quitté Bayonne pour reprendre enfin, a quitté Paris pour aller à Bayonne pour reprendre un coach entre guillemets parisien. Donc voilà, moi j'ai été questionné le clan BSD. Et donc du coup, en fait, voilà, c'est Nicolas Haute et Benoît qui sont rentrés en contact. Nicolas Haute, il a accepté, mais a priori, en fait, avant de prendre cette décision-là pour aller à Bayonne, Benoît, apparemment, il regardait pas mal d'appartements, tu sais, pour s'installer sur Paris. Et tu sais que vu qu'il y avait un petit peu de l'incertitude du fait qu'il soit à Fitness Park et que Fitness Park, bah, c'est une salle qui est ouverte à tous et c'est pas une salle qui a appartenu à son ancien entraîneur. Donc voilà, apparemment, il y avait pas mal d'incertitudes et donc du coup, en fait, ça s'est pas décidé du jour au lendemain qu'il aille s'installer à Bayonne. Et apparemment, il y a pas mal de son staff là-bas, son coach de pied-point, son coach de sol, son staff médical, son préparateur physique. Et donc du coup, j'ai questionné concernant en fait les futurs training camps. Benoît était sur Paris il y a quelques temps. A priori, Nicolas Haute, lui, va monter ou descendre sur Bayonne. Moi, j'ai pas l'emplacement des villes. Donc, je sais pas si on dit monter ou descendre quand on est Non, sur Paris. descends, Ok, donc, descends. a priori, Nicolas Haute, ouais, ira sur Bayonne. Et donc, en tout cas, voilà, là, ils sont ouverts à toute proposition, on va dire. Donc, pour le moment, on va dire, rien n'est fait. Il se peut que Un est Benoît, figé. voilà, il se peut que Benoît viendra sur Paris pour les futurs camps d'entraînement. Il se peut que c'est Nicolas Haute qui ira sur Bayonne. En tout cas, voilà, là, c'est une nouvelle collaboration et pour le moment, il n'y a pas de date de combat pour Benoît. Ouais, après, je sais pas si tu te souviens, j'avais dit de toute manière, grosso Je me modo, rappelle hein, très quand bien, j'ai ouais. regardé ce qui se passait avec Benoît Saint-Denis, je pensais que c'était soit Aldric Cassata à Nice, soit Nicolas Haute à Mhm, Paris. Tu vois, c'est clairement pour moi, c'était les deux options qui s'offraient à lui. mhm, Bêtement, j'avais pas regardé la logistique, mais c'est vrai que je me suis dit, comme ils sont tous les deux dans le sud de la France, mhm, Aldric et lui, mais c'est vrai que il y en a un, même s'ils sont au même niveau du sud de la France, t'en as ouais. un, il est à la frontière espagnole à Bayonne, tout à l'ouest, et l'autre, il est à Nice, à la frontière italienne, tout à l'est. Et l'air de rien, tu vois, il y a quand même 800 kilomètres qui les séparent. Et en réalité, tu as à peine, enfin, t'as 750 kilomètres, je crois, qui séparent Bayonne de Paris. Mhm, Et donc, en fait, je pensais vraiment que
j'étais persuadé qu'il allait dans le sud parce qu'il était dans le sud, mais en fait, j'ai pas pensé est-ouest. Tu vois, j'avais pensé sud-sud, je me suis dit, ouais, c'est à côté. Mais en fait, c'est l'opposé. Tu peux pas faire plus opposé entre Nice et Mhm. Bayonne. Et le choix s'est porté sur Nicolas Haute. De toute manière, je pense que les deux auraient été une bonne option. Après, je pense que Nicolas Haute, c'est intéressant. J'ai aimé une des dernières interviews de Nicolas là, qu'il fait avec un gars. Il y a un extrait qui est passé où il dit un truc archi intéressant. Euh, En gros, il y a le journaliste, il dit ouais, que entre un athlète et le combattant, grosso modo, il n'y a pas forcément de lien de subordination, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef et de gars qui écoutent en dessous. Et en fait, cette méthode-là, il y a des coachs, je ne juge pas, hein, je dis pas, hein, je dis juste que dans la philosophie de certains coachs, tu as vraiment l'aspect je suis le boss, je donne les consignes, tu fais. Et voilà, où il y a vraiment un esprit de Hiérarchique. hiérarchie, entre guillemets. Ouais. Et Nicolas Haute, lui, il t'explique que dans la manière, dans la philosophie dans laquelle il est avec les athlètes, il est plus dans un. Une fois, il avait fait une vidéo et c'était un peu la même intonation, c'est viens, on s'aide. Explique comment je Ouais. peux t'aider à ton projet et moi, explique-moi quel est ton projet et viens, je vais te donner des clés pour qu'on puisse mettre ton projet en aide, mais explique-moi comment je peux t'aider, explique-moi, tu vois ce que je veux dire, en gros, c'est dans Mhm. la communication, on s'aligne et en gros, on se met à un même niveau, sans lien de. Ouais, Et, ouais, euh, et, sans, je suis. et je trouvais que la philosophie était intéressante. Et après, je reste persuadé de toute manière que tu n'as pas comment dirais-je, d'universalité dans la manière de transmettre. C'est-à-dire que tu as des combattants qui vont être plus et qui vont mieux performer avec une méthode comme celle-ci, et tu en as d'autres qui vont performer d'une meilleure manière avec un autre entraîneur qui sera plus direct, plus directif. Et de la même manière, je pense que tu as des méthodes qui plaisent à un plus grand nombre et d'autres qui s'adaptent à un plus petit nombre. Et donc, du coup, en fait, c'est un peu à chaque fois, je pense que c'est vraiment dans la tête des coachs. Et ça sera intéressant de recevoir deux coachs avec des méthodes totalement différentes. Parce que je pense que le plus dur pour un coach, c'est pas forcément d'appliquer la méthode qui gagne pour un athlète, mais plutôt d'appliquer une méthode dans laquelle tu vas réussir à performer avec plusieurs athlètes. Et c'est ça la difficulté, c'est d'essayer entre guillemets d'industrialiser une méthode qui fonctionne avec un athlète. Mais c'est vrai que, en plus, en comparant la méthode Daniel Warin et la méthode Nicolas Haute, j'ai l'impression que c'est complètement l'opposé. Après, mais comme tu l'as dit, de toute manière, il n'y a pas de science infuse. Mais c'est vrai que moi, en tout cas, je suis plutôt de cette école-là où, bah, tu vois, ce que tu viens de citer, en gros, Après, forcément, je mettrais quand même toujours le coach sur un piédestal. Mais je pense que c'est important de communiquer et d'entendre aussi ce dont l'athlète a besoin et surtout ce qu'il ressent. Tu sais, un jour, j'ai aidé un athlète, ça fait un petit moment maintenant. J'ai aidé un athlète et c'est cet athlète-là qui m'avait appelé pour qu'on puisse faire du drill. Et du coup, il y a le coach qui débarque et on commence à échanger et j'ai voulu parler. Et le coach m'a fait comprendre, non, genre ici, c'est moi qui donne les consignes et personne d'autre. Et je trouve ça un petit peu bête parce que, tu sais, vous cherchez la progressivité aujourd'hui. Surtout quand tu es coach et que tu n'as jamais mis les pieds dans une cage. Non, mais je pense que c'est bien d'avoir aussi le ressenti. C'est le mot progressivité qui m'a Ah, fait. je pense que c'est bien d'avoir le ressenti du combattant. Et moi, je suis vraiment en tout cas pour cette école-là. Enfin, ouais, j'adopte cette méthodologie-là parce que je trouve que c'est important d'avoir le ressenti du combattant, le point de vue du combattant. Parce que parfois, tu peux très bien dire à un combattant, fais ceci, fais cela, mais tu sais, lui, au fond de lui, il voit que ça passe pas, tu vois. Donc, je pense que c'est bien qu'il y ait de l'échange et tu sais, pour apporter une solution meilleure. Et tu sais, en plus, c'est vrai qu'on je dis on, en parlant en généralisant, on a beaucoup blâmé le fait qu'il ait bougé sur Bayonne. Mais aujourd'hui, quand tu as les moyens, quand tes primes de combat te le permettent, j'ai l'impression que où que tu sois, lorsque tu arrives à faire bouger ton staff, bah forcément, tu peux tout autant performer, tu vois. Est-ce que je peux comparer la méthode de Trevor Whitman, tu sais, lorsqu'il était isolé avec Rosna Majunas, Kamar Ousmane et Guédieux, tu vois, alors qu'ils avaient cette petite cellule-là entre eux et qui ramenaient des sparring, bah, tu vois, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Nassoudine, c'est ce qu'il fait. Et même si lui, il est sur Paris, c'est beaucoup plus facile Voilà, on va dire, sparring partner. des sparring partenaires. Mais la réalité, c'est que j'ai l'impression, où que tu sois aujourd'hui, bah, c'est que tu peux, si tu as les moyens, en tout cas, de financer des sparring. Mais voilà, exactement. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a aussi, on n'en parle pas forcément, mais tu as des combattants qui pendant très longtemps ont refusé
de payer les sparring. Mhm. C'est-à-dire que tu as des combattants qui considéraient que non, c'était plus un honneur de combattre avec moi, parce que, de faire sparring avec moi, parce que j'ai un blast dans le MMA, parce que je suis fort, parce que je suis à l'UFC. Et grosso modo, bah non, les sparring qui sont avec moi, déjà, il faut qu'ils s'estiment heureux d'être mon sparring. Et ça, c'est une réalité. Et tu as ceux qui disent, OK, moi, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de cette compétence, et donc je vais rémunérer. Et la clé, tu l'as dit, c'est la capacité à pouvoir rémunérer. Et donc, là, je te rejoins totalement. Plus tu as d'argent, plus tu rentres dans un. Et si tu décides effectivement d'investir sur toi et ta préparation, effectivement, tu es dans un cercle vertueux. Tu pourrais même faire venir des sparring à Bayonne. Tu vois, tu peux carrément envisager de faire venir des sparring et des entraîneurs à Bayonne. Et je pense que voilà, c'est dans cette logique qu'il a discuté avec Nicolas. Après, Nicolas, il a aussi beaucoup d'athlètes et il a des choses à faire sur Paris. Donc, il va devoir s'organiser. Mais j'ai hâte de voir en tout cas. Ouais, moi j'ai hâte de voir sur le long terme. En plus, j'aime beaucoup moi l'approche méthodique de Nicolas, tu vois. Donc, ouais, non, j'ai hâte de voir parce que bah, c'est vrai que Nicolas, c'est plus quelqu'un qui est, bah, comme je dis, qui est méthodique, qui est plus, on va dire, j'ai l'impression axé sur la technique, sur la stratégie de combat. Alors que Benoît, bah, on l'a vu que de par ses performances, bien sûr qu'il y a de la technique, mais on va dire son point fort jusqu'à présent, c'était vraiment le fait d'aller à la guerre et de rentrer dedans, tu vois. Donc on verra. Après, ouais, ce qui est intéressant chez Nico, c'est qu'il a une manière aussi d'asseoir son autorité sans forcément être dans un rapport de force. Mhm, C'est pas pour autant qu'il est dans le dialogue, etc., qu'une fois que tu es dans la séance et qu'il a planifié la séance, tu peux lui dire, ouais, non, j'ai pas envie de faire, ou vas-y, moi je vois ça plutôt comme ça et tout. Tu vois, il y a une séance, il y a un thème et tu fais ce qu'il te dit, tu vois. Et ça, moi, j'ai apprécié puisque je le vois, tu vois, sur les séances qu'on a pu faire au Mamouji et tout. Et je vois un peu les personnes qui s'entraînent. Il y a beaucoup d'individualité et des grosses personnalités sur le tatami quand même. Et mhm. c'est pas facile de gérer ça, je te jure, parce qu'on a tous notre caractère des fois. On a tous, tu vois, une grosse expérience. Et en réalité, c'est difficile d'être le chef d'orchestre d'un ensemble de combattants tu vois, qui ont un ego surdimensionné, parce que c'est ça hein, la réalité d'un coach aussi, hein, c'est de composer aussi avec les défauts des athlètes. Et nous, parfois, on croit être dans une vérité, on ne l'est pas forcément. Parfois, on est dans notre vérité en oubliant la vérité de notre partenaire. Et c'est un peu au coach de faire la synthèse de tout ça pour que tout fonctionne. Et de ce que j'ai pu voir, il y arrive. Donc, bah, écoute, hâte de voir la suite, en tout cas, de ce qu'il va pouvoir proposer avec Benoît. Ouais, mais Mika, écoute, pour rester sur Nicolas Haute, je pense que autant parler de Non, non, l'UFC, non, non, viens, non? non, viens, on fait un débrief d'abord vite fait du PFL. Vite Du fait. PFL Pas pour. entre Paul Hughes et Ousmane Nurmagomedov. Ouais, et d'abord, bah voilà, sur la prélim de ce PFL, on avait Swill Tahiri du Marseille Fight Club, dirigé par Fouassar, qui était Mm. sur place, qui a combattu John Mitchell, c'est un Irlandais. Et j'avais mis une story, et tu sais, t'as Aziz, l'ancien, je sais pas si c'est l'ancien ou l'entraîneur de Mansour Barnaoui. Franchement, je ne sais pas comment le présenter. Et il m'a envoyé un message, il m'a dit, ouais, attention à John Mitchell, c'est très, très, très fort. Mhm. Et effectivement, c'est très, très fort. Mais quand tu vois la performance de Swill, même si effectivement, pour moi, il y a pas de, il a perdu à la décision et on ne peut pas parler d'un vol ou quoi que ce soit, il perd le combat. Par contre, quand tu vois la performance qu'il fait face à ce gars-là, qui est réputé fort et qui est d'ailleurs très fort, bah, tu te rends compte que franchement, le MMA français, il compte même sur des personnes qui sont pas connues et Mhm. qui n'ont pas pour ambition d'aller chercher la ceinture de l'UFC et tout. On a des gars français qui sont forts, qui sont solides et qui tiennent la dragée haute au top européen. Et donc, félicitations à Soul en tout cas pour ce combat. Ouais. Et Mika, bah, du coup, pour revenir sur le main event entre Ousmane Nurmagomedov, détenteur du titre, et Paul Hughes. Pour rappel, Paul Hughes, il avait affronté Morgan Charrière c'était en 2021 pour la ceinture du Cage Warriors. Donc voilà, pour faire ce Et, parallèle. Et bah, très honnêtement, moi, tu m'as dit quoi? Et il avait gagné par décision majoritaire, Ouais. c'est-à-dire que, en grosso modo, pour ceux qui se posent la question, unanime, c'est-à-dire que les trois rounds, les trois juges donnent le même combattant vainqueur. Une split décision, ça veut dire que sur les trois juges, il y en a deux qui donnent l'un vainqueur et l'autre vainqueur. Et une décision majoritaire, ça veut dire que vous avez deux juges qui donnent un combattant vainqueur et un juge qui donne un draw.
Merci Mika pour ces précisions, même moi tu m'as appris des choses. Et donc du coup, bah, en fait moi je l'ai vu en différé ce combat. C'était une belle guerre. C'était une belle guerre. Il y a eu de très belles choses techniques. Mais très honnêtement, après, je sais pas si tu as le même ressenti que moi, mais j'ai vu qu'il, selon moi, il était en total contrôle, Ousmane. Juste maintenant, ce qui a fait, peut-être que qui a surpris, je pense, les spectateurs, c'est les défenses de lutte de Paul Hughes. Mais sinon, malgré qu'Ousmane a eu du mal à imposer sa lutte, c'était lui qui était entreprenant, en tout cas sur la boxe, c'est lui qui touchait. Donc, je pense qu'on était peut-être surpris du fait que Paul Hughes a su, on va dire, annihiler la lutte. Mais sinon, à part ça, je trouve pas qu'il... Bon, il a eu des moments forts, bien sûr. Ouais, il a eu des moments forts quand même. Franchement, il a eu Il des a eu des moments moments forts. forts, bien sûr, mais je pense que des fois, on se laisse trop peut-être aller par les highlights d'après-combat, lorsqu'on est à chaud, etc. Mais en tout cas, en prenant du recul, et quand Ah, moi, je visionne moi le juste, combat à froid, ouais. Et ben justement, ouais, vas-y, tu scores quoi, toi, quand tu vois à froid? non, mais pour moi, en fait, en plus, dis-toi qu'il a eu un point de pénalité. Ouais, c'est le troisième. Tu C'est le vois, donc troisième. non, pour moi, il prend les rounds sans, je vais pas dire sans difficulté, mais c'est juste que voilà, on voit une très très bonne défense de lutte. On voit plusieurs takedowns sur les mêmes sur un même round en plus défendu. Mais pour moi, sinon, non. Pour moi, il prend le combat et voilà. En tout cas, il a eu des moments forts pour Hughes. Il nous a peut-être tous surpris. Mais voilà, pour moi, c'est pas non plus. Voilà. Moi, je vois le round 1 et 5, c'est clair, net et, et sans bavure. D'ailleurs, même le round 1, 3, 5, il n'y a pas photo, c'est pour Nurmagomedov. Comme le round 3, il y a le point de pénalité, ça fait 9-9. Donc, Même, en fait, c'est. à quel moment tu donnes le round 2 à Paul Hughes? Non, attends. Par contre, le round 2 et le round 4, notamment le round 4, c'est un round qui est, selon moi, très disputé. Même le round 2, c'est un round qui est assez disputé. Et en fait, c'est des rounds qui portent à débat. Moi, il y a quelque chose, et on m'a repris là-dessus la dernière fois, et c'est vrai parce que je n'ai pas la règle, mais on m'a toujours dit que dans les combats de ceinture, quand tu ne pouvais pas scorer un round, parce que tu n'as pas le droit de scorer un round de 10-10, du coup, tu es obligé de mettre un vainqueur, et du coup, la balance, elle penche toujours du côté du champion. Et tu vois, moi, si tu regardes le round 2 et 4, pour moi, ils sont quand même. Le round 2, il est légèrement en faveur de Nurmagomedov et le round 4, il est légèrement en faveur de Paul Hughes. Mais quand bien même tu as du mal à départager, tu dis, bon, ça serait peut-être un draw ou autre. Pour moi, c'est quand même avec l'avantage du champion. Je ne vois pas un moment où le round 2, tu peux le donner à Paul Hughes. Donc pour moi, à la fin du comptage, j'ai le round 1, 2, 3 et 5 pour Nurmagomedov. Mais comme le 3, bah, il y a le point de pénalité, ça devient un round qui ne compte pas. Et j'ai le round 4 pour Paul Hughes. Moi, c'est comme ça que je tiens la comptabilité. Et là où beaucoup trouvent qu'il y a match nul, grosso modo, c'est parce que le round 2, il le donne à Paul Hughes. Et donc, ça fait round 1, 5 pour Nurmagomedov, round 2 et 4 pour Paul Hughes. Et le 3, bah, c'est un match neutre. Maintenant, pour moi, le round 2, clairement, il est en faveur de Nurmagomedov. Et je suis assez d'accord pour dire que le round 4, Paul Hughes, il le gagne. En fait, c'est même, il y a beaucoup de facteurs parfois qui peuvent influencer dans le ressenti. Parce que tu vois que Ousmane Nurmagomedov, il est beaucoup, il est dans son combat, il est peu émotif. Et d'ailleurs, tu vois que Paul Hughes, bah, tu sais, il se laisse encenser par la foule, par ses supporters, tu vois. Donc, voilà, ça fait que dans l'extérieur, tu dis qu'il est beaucoup plus confiant. Et j'ai vu que même dans le face-à-face d'avant-combat, tu sais, beaucoup de spéculations sur le fait qu'il perdait son sang-froid Haussmann. Et tu sais, moi, je pense que ça, c'est vraiment des facteurs enfin, des arguments qui n'ont aucun sens. Parce que souvent, je vois des commentaires et les gens se basent sur ce genre d'attitude pour faire leur pronostic. Mais en tout cas, voilà. Moi, en tout cas, quand j'ai revu le combat à froid, voilà, je trouve qu'il n'y a pas de débat, en tout cas, sur la victoire. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment qu'on a été surpris par la défense de lutte. Parce que même lorsqu'il prend le body lock dans le dos et qu'il ceinture, qu'il tente des single legs et qu'il a le bon timing, il défend tout, quasiment, Paul Hughes. Et donc voilà, je pense que c'est plutôt ça qui a fait que les gens ont peut-être ri au scandale ou ont été surpris de la décision. Donc voilà, Mika, est-ce qu'on peut passer quand même à notre combat de légende qui aura lieu ce week-end? Et quand même avant
de passer au main event. Faut pas oublier qu'on aura le retour de Faresiam après sa magnifique performance lors de l'UFC Paris. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu passé sur les radars. Mika, je sais pas ce que tu en penses. Moi, pour être honnête, bon, vu que je suis pas très très branché en ce moment sur l'actualité, enfin, bon, du moins je rattrape, mais c'est vrai que ça m'était un petit peu passé sous le nez, et même carrément le combat de Nassourdine, en fait, j'avais pas fait attention. Je sais pas si c'est parce que le temps il passe à une vitesse, mais je me suis dit, ah ouais, en fait, on a 10 jours du combat de Nassourdine face à Adesanya. Et du coup, bah, il y a aussi Faresiam qui affrontera Mike Davis Qui est en main carte aussi, hein. ouais, qui est en main Ouais. carte. Ouais. Ah ouais. Et bah non, non, moi je savais franchement que Fares, moi, ça fait longtemps que je suis monté dans le train. Enfin, longtemps, je vais pas exagérer, mais je me souviens à Bercy, je disais à Veda que genre Fares, c'est un combattant, je trouve qu'il augmente petit à petit son niveau. Tu te souviens quand il nous parlait de Claudio Puelles? En fait, Puelles, c'est un mec, il a battu Claudio, qui était un ancien partenaire d'entraînement et Mhm. tout, mais c'est genre un spécialiste un peu clé de jambe, tu vois, le mec. Mhm. Franchement, il est vraiment fort, ce gars-là. Ouais. Et à chaque fois, en fait, Fares, il brise comme ça des mecs qui sont super forts dans leur domaine. Et là, j'ai trouvé qu'avec Matt Frevola, on lui avait donné le prototype pour qu'il brille. Et en fait, il a brillé au meilleur moment où il pouvait Mhm. briller, c'est-à-dire à l'UFC Paris. Et ce que j'avais trouvé sur l'UFC Paris archi injuste, et d'ailleurs on en avait parlé à l'époque, c'était ce côté genre on est pour Matt Frevola. Genre le côté il y avait une partie du public qui supportait Matt Frevola. Et ça m'avait genre Ouais, j'ai même on en avait parlé à plusieurs reprises. Mais bon, et ça, c'était juste une incompréhension, ouais. non, c'est pas je comprends pas, tu vois le Mhm. public il est comme ça, il aime faire et défaire les sportifs, mais je te jure pour moi il y avait rien qui justifiait, je l'avais dit. Et en tout cas dans le combat qu'il avait fait contre Frévola, bah, il a montré qu'il était largement au-dessus de Frévola et il a d'ailleurs gagné la performance là-dessus. Et aujourd'hui, il va quand même possiblement signer une cinquième victoire consécutive dans la catégorie des 70 kilos et potentiellement gagner son septième combat en 9 combats à l'UFC. Donc, en fait, il y a très peu de gens qui ont ce palmarès à l'UFC. Ouais, Euh, c'est une réalité, hein, en depuis France, 2019, Mika, hein, en plus. exactement. Et pour ceux qui se souviennent, il avait signé à l'UFC sur un. Short notice. Bah ouais, il a un mois et demi quand même, je pense, un mois. Non, je me rappelle en plus, j'étais avec lui en Bulgarie. Je crois que c'était à 3 semaines, hein. Mais en tout cas, c'était Khabib contre Poirier, c'était l'UFC 242, c'était genre une dinguerie. Ouais. Et en tout cas, Fares, ouais, je pense que c'est vraiment le combattant qui monte. Alors, c'est le combattant en plus qui est intéressant de voir, c'est que c'est un combattant, on voit, il a des marges de progression. On ne peut pas dire que c'est encore un diamant à peaufiner, comme il Mhm. disait Yacine. Il disait un diamant, pour ceux qui n'ont pas vu l'interview avec Yacine Bouganem, il disait un diamant pas taillé, ça n'a pas la même valeur qu'un diamant que tu mets dans une bijouterie qui est Mhm. taillé, poli, etc. Et Fares, en fait, à chaque fois qu'il vient dans un combat, c'est ça que j'aime, c'est qu'il vient avec un nouveau jeu. Pas un nouveau jeu, mais des Mhm. nouvelles techniques, un nouveau arsenal, quelque chose de plus complet, plus aiguisé. Et en fait, on a un diamant qui se peaufine, qui se peaufine, qui se peaufine. Et voilà, et je pense que Mike Davis, alors je ne sais pas si c'est ce combat qui va lui permettre d'aller dans le top 15, mais en tout cas, c'est clairement un combat qui va l'en rapprocher parce que c'est très très fort. Franchement, Mhm. la seule défaite en carrière à l'UFC, c'est Gilbert Burns et au Dana White Contender, c'est Youssouf Ouais, Sodiq là. Sodiq Youssouf, ouais. Non, mais c'est fort parce qu'en plus, c'est sur 4 victoires consécutives déjà. Et comme tu l'as dit, Fares, il fait son trou, doucement mais sûrement. Et bah, ça fait quand même un petit moment qu'il a l'UFC. Mika, ça fait depuis 2019. Et il comptabilise deux défaites contre des. En tout cas, Terence McKinney, c'était quand même à un moment donné un bon futur prospect. Domage, entre-temps, bah, lui, il a quitté l'UFC, mais sur du vert, il a été au PFL. Et en fait, je pense que Fares, la problématique à un moment donné, c'était juste que certaines victoires, j'ai l'impression, elles nous laissaient sur notre faim. Et même par exemple contre Claudio Puelles, on l'a vu que même lui, il n'était pas satisfait de sa victoire à la fin. Mais je pense qu'en tout cas, il y a deux combats références selon moi. Bah, tu as celui contre Matt Frevola, où, comme tu l'as dit, il prend le KO of the Night, et tu as celui contre Jay Herbert. Je pense que ça, c'était vraiment deux beaux Exactement. combats qu'il a fait. Après, il y avait celui contre. C'était à l'UFC Paris 1. C'était un combat qu'il Ouais, avait fait briller quand même, ouais. Fitzgerald, Fitzgerald ou je sais plus c'était quoi. Ouais, C'était donc pas en fait, ça?
Mais c'est, ouais, je crois que c'est ça, Je vais Michel chercher. Figlac. Michel Figlac. Et en fait, du coup, C'est un mec de KSW. Son frère, il combattait au KSW. tu vois, donc du coup, en Il fait, a un- il y a certaines performances qui nous ont laissé sur notre faim. Mais force est de constater que ils montent crescendo au fur et à mesure. Et regarde, à un moment donné, malheureusement pour Benoît, mais à un moment donné, j'ai l'impression qu'on ne pouvait pas comparer Benoît Saint-Denis et Fares. En fait, lorsqu'on comparait les deux, on dit non, non, Benoît Saint-Denis, il est trop. Et là, on voit qu'au fur et à mesure, t'en as un qui est monté, qui a eu une montée fulgurante, t'en as un qui est monté crescendo. Et là, en fait, j'ai l'impression qu'en plus, on a vu que Benoît, je crois qu'il a perdu quelques places au classement. Bah, j'ai l'impression que tu as Benoît, en tout cas pour le moment, qui est sur une descente, et Fares qui est sur une montée, mais qui prend son temps et qui progresse. Et en plus, il nous l'a dit qu'il avait signé un nouveau contrat avec l'UFC lorsqu'on l'a eu il y a quelques mois en interview avant l'UFC Paris. Donc, en tout cas, voilà, on lui souhaite que le meilleur. Et comme tu l'as dit, il revient avec de nouvelles armes. Il se taille un physique, un vrai physique de lightweight au fur et à mesure. Donc voilà, on espère une belle performance de sa part ce week-end. Ouais, ouais, comme tu le dis, là, je regardais, effectivement, il a descendu de 2 places. Pimblet et Turner sont passés devant lui. Benoît Saint-Denis, je comprends même pas pourquoi, parce qu'ils n'ont pas combattu. Mais effectivement, il est top 14 désormais, donc il est au port du top 15. Bon, après, il faut aussi dire quand même sur Benoît Saint-Denis, c'est qu'il a affronté quand même Poirier, quoi. Poirier, Moïcano, bon, c'est solide Ah non, bien aussi. sûr, c'est ce qui se fait de Donc, mieux, en tout cas, c'est ce qui Poirier. est. Ouais, et malheureusement, c'est ça qui l'a. Bah, c'était peut-être une marche trop haute. Et effectivement, ça, par contre, je suis d'accord avec toi. Faut que les combattants, je parle pas de Benoît, je parle pas de ses choix personnels, je parle plutôt d'un point de vue général. C'est vrai que quand tu prends des combats, il faut aussi penser à son intégrité et à sa longévité dans le sport. Parce que si tu montes trop vite les étapes et derrière, tu peux te brûler. Donc, faut jamais oublier aussi que bah, notre meilleure arme, c'est nous-mêmes. Donc, faut se préserver. Comme dit le proverbe, qui ménage sa monture va loin. Donc, ménagez vos montures. Ouais. Mika, bah, pour passer quand même au main event, même si je pense qu'on reviendra cette semaine sur la carte de foot en comble, Israël Adesanya contre Nassourdine Imavov, comme je l'ai dit, pour moi, bah, on va pas se mentir, les combats des Français face aux légendes de l'UFC, on les compte sur les doigts de la main, Mika. John Jones face à Cyril Gane. Est-ce qu'on peut, ouais, on peut mettre quand même le combat de Francis Ngannou face à Cyril aussi. Enfin, de Ouais, Cyril face à Francis. je pense qu'on peut le mettre, tu as raison. Je pense qu'on peut aussi aller chercher à l'époque de Tchèque Congo. Je crois qu'il avait affronté un Velasquez. Velasquez et Euh, Crocop. donc, il y a eu des combats de légende. Maintenant, clairement, c'est en termes de temporalité, c'est-à-dire qu'en termes, puisque tu sais, tu pourrais presque aller chercher Junior Dos Santos avec Cyril Gane en disant il a affronté un ancien Mhm. champion de l'UFC, mais on avait vraiment un Junior Dos Santos qui est pas du tout dans la même Lui, forme c'était. qu'Adesanya aujourd'hui. Même si Adesanya, beaucoup considèrent aujourd'hui que c'est plus le même, mais je mets quand même un bémol et attention à Adesanya, tu vois, parce qu'Adesanya, ça reste fort et on a vu qu'il savait rebondir, notamment avec la victoire Duplessis. qu'il a signée contre Pereira après son combat, Ouais. tu vois, après sa défaite. Même si derrière, il se fait cueillir par Strickland et ensuite il repère contre Duplessis, Adesanya, c'est fort quand même, tu vois. En fait, c'est 3 victoires, c'est 3 défaites qu'il a à 84, c'est 3 champions. Mhm. Et contre Blakovic, c'est parce qu'il a pris le risque de monter de catégorie. Donc attention à Adesanya quand même, tu vois, qui Mhm. est très fort. Maintenant, Nassourdine, tu as vu quand à l'époque on disait qu'il irait chatouiller le top 5 et faire une ceinture, à l'époque on disait ça, tout le monde nous traitait mais de tous les noms. Je me souviens sur YouTube, on nous traitait de tous les noms. De toute manière, il y a encore les commentaires. Non, mais et en fait, la réalité prouve que des fois, on voit des choses que les gens ne voient pas parce que nous, on le côtoie à l'entraînement. Et Mhm. on voit que parfois, il a mis du temps avant de ressortir ce qu'il était capable de faire à l'entraînement. Il a mis du temps avant de le ressortir à l'écran. Et, euh, et même si tout le monde sait que j'apprécie beaucoup Nassour, etc., moi, je considère qu'aujourd'hui, sa seule défaite à l'UFC, entre guillemets, c'est Phil Wise à 84 kilos. Parce que la défaite contre Sean Strickland à moins de 93 kilos, même si c'est une défaite et il a perdu ce combat, Mhm. mais il l'a pas perdu dans son rush à 84 kilos. Il l'a perdu en moins de 93 kilos dans une KT qui n'est pas la sienne, avec un training camp qui n'était pas terrible, malheureusement, En, avec une en quoi il était fluidité. pas terrible au training camp?
Bah, si tu te souviens, après, j'ai pas envie de faire de polémique, mais il y avait eu il y avait eu quelque chose à l'époque, il était donc au Factory. Lopez se mariait à la même époque et il avait fait un grand voyage pour fêter son mariage, donc il n'avait Mhm. pas pu assister au training camp de Nassau. Donc même s'ils ont tout mis en œuvre pour combler son absence, c'était quand même pas, on peut pas dire que c'était optimum puisque le head coach n'était pas là. Ensuite, il y a eu cette Fight Week où il y a eu beaucoup de bruit qui s'est fait autour de l'annonce du combat Cyril Gane Ouais. contre John Jones et qui a dû prendre l'attention. Forcément, quand tu as une annonce comme ça de combat, bah, ça prend l'attention de ton coach et de ta team plus que sur toi. C'est-à-dire que la lumière qui était sur toi, bah, forcément, tu as de la lumière qui est prise sur les autres et forcément, ça les accapare, même si c'est involontaire, hein. Et ensuite, tu as le fait bah, tu te prépares pour un combat à Gastelum à 84 et tu finis par affronter un Sean Strickland, Strickland ouais. à 93. Et attention, hein, je ne dis pas que c'est de la faute de l'un ou de l'autre, ou c'est de la faute de tout le monde, ou peu Non, moi, importe. pour le training camp, j'étais pas au courant que ça s'était mal passé, mais c'est vrai que Non, j'ai le pas dit que fa... ça s'était mal passé. Eh ben, Tu vois, c'est ce que tu as dit. non, j'ai dit qu'il n'était pas dans des conditions optimum parce que le head coach n'était pas là et que Et- même s'ils ont comblé son Mhm. absence et forcé, tu peux pas remplacer un head Mhm. coach d'une équipe comme ça. Ah non, non, On va. je te dis juste que j'étais pas au courant, mais par contre, c'est vrai que les deux facteurs bah, du short notice, de l'annulation, en plus, quand on compare le style, la morphologie de Sean Strickland et la morphologie et le style de Gastelum, voilà, ça a rien à voir. Et c'est vrai qu'aussi le fait qu'il y a eu l'annonce de John Jones, Cyril Gane au même moment, je pense que ça peut aussi déconcentrer ou perturber, on va dire Bah ouais, parce qu'en plus, la cellule. c'est une annonce qui avait fuité suite à une erreur de transmission de l'écran sur le panneau. Je sais pas si tu te souviens de l'histoire, mais c'était Je me dingue, rappelle, tu après, je sais vois. pas si c'était une erreur de la part de l'UFC, peut-être que c'était volontaire, surtout qu'en plus, il restait que très peu de temps entre l'annonce et la date de combat, il restait à peine 6 semaines. Donc, je pense qu'il fallait faire vite la promo plus vite. Mais ouais, en tout cas, ouais, sur ces deux facteurs-là, je te rejoins. Mais après, voilà, entre-temps, il y a eu du renouveau autour de Nassourdine, on l'avait reçu il y a quelques mois avant l'UFC Paris. Voilà, il y a vraiment une cellule qui est faite autour de lui et on va pas se mentir, on le voit vraiment épanoui aujourd'hui, Nasruddin. Que ce soit à travers les images de son manager Younes, à travers quelques vidéos, voilà, je le sens vraiment épanoui, Nasruddin aujourd'hui. Et tu sais, quand tu as une équipe qui est vraiment là que pour toi, forcément c'est différent parce que déjà vous regardez tous dans la même direction. Et chaque partenaire, en tout cas, qui, qui vient pour ton sparring, c'est pour te faire évoluer toi et personne d'autre. Donc ça, Oui, c'est des facteurs ouais, qui mettent... l'écosystème qu'il a mis en place, c'est un gym qui Mhm. ne fonctionne qu'autour de lui. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans un gym avec plusieurs athlètes, il est dans un gym qui ne fonctionne qu'autour de lui. C'est-à-dire que tu ne peux même pas adhérer à son club ou à sa licence. C'est soit tu es invité et tu es payé pour être son sparring, soit tu n'es pas convié et tu ne participes pas à la Ouais. vie. Donc, en fait, il faut bien comprendre que son écosystème, là-bas, tu l'as vu, il amorce un travail pied-point depuis longtemps là, avec le prof Rodrigo de boxe. Lamos. Oui, exactement. Nicolas, il a fait venir des sparring un peu partout. En anglaise, là, je l'ai vu, il y a les frères Boifia qui sont venus. Ils ont Ils ont été à fait la Cliff à un moment donné. exactement juste avant la prépa qui s'est Mhm. faite sur Paris. Ils sont partis faire le tour des salles un peu aux États-Unis. Comme tu l'as dit, son manager qui peaufine un peu l'image de Nassour, parce que Nassour, c'est pas forcément le gars qui aime s'exprimer et on le voit bien. Il peaufine un peu son image quand même. Et quand tu regardes le film, il explique très bien que aujourd'hui, et c'est ce dont il avait besoin, c'est qu'il sente que tout soit fait pour le tirer vers le haut et que de toute manière, je le dis souvent, un combattant, il se doit d'être un peu égoïste parfois. Et c'est-à-dire que quand il sent que bah, tous les projecteurs ou toute l'énergie n'est pas mis à sa disposition, même si c'est injuste, parfois c'est injuste hein, de le penser. Je dis pas que c'est, tu vois ce que je veux dire là, vraiment, encore une fois, je dépersonnalise le truc, je veux pas. Mais le combattant, il doit être égoïste parce que sinon, il va jamais, comment dirais-je, évoluer. Et il se doit d'accaparer la lumière sur lui et d'avoir l'attention des gens pour le faire progresser parce que si les gens ne l'aident pas lui et bah, tu te sers de lui pour aider les autres, ça va pas. Donc, à un moment donné, quand tu as une position comme la sienne, tu viens de battre 4 top 10, etc., bah, je suis content pour lui parce que ça prouve qu'il a eu raison et que, en tout cas, ce qu'il met en place aujourd'hui, ça marche. Et les résultats, bah,
valide un peu la méthode, hein, quand même. Même si ça Ouais. valide. Quand tu as ce type de résultat, ça prouve forcément que tu as fait les bons choix, en tout cas. Non, forcément. Après, moi, où est-ce que je me suis questionné en fait parce que je l'ai vu partir à la Kill League. D'ailleurs, ils étaient plusieurs là-bas. Hein. T'avais Ilian Boafia qui était à ses côtés, Nicolas Haute et Younes, son manager. Et ils sont revenus en fait quelques semaines, voire peut-être un mois avant, pour finir le training camp. Et tu sais, en fait, quand on regarde l'historique des Français face aux légendes de l'UFC. Et d'ailleurs, on n'a pas mentionné, il y a eu une Rose Namajunas contre Manon Fiorot. Donc, dites-moi ce que vous voulez, mais pour moi, Rose, ça reste une légende, en tout cas dans sa catégorie. Du coup, en fait, j'ai l'impression que les erreurs qui ont été commises jusqu'à présent, après résultat, hein, je pars, hein, tu te rappelles la fois où Francis il a contre Miocic et qui part au State et qui vient finir son training camp en France ou même en Factory, bah, tu sais, après, en tout cas, après résultat, on dit, ah, peut-être que ce genre de combat-là, ça se prépare aux États-Unis. Pareil, Cyril Gane Jones, voilà, il y a eu plein de spéculations après le combat. T'as même Khabib qui lui disait, ouais, t'es bienvenu au Daghestan. Donc voilà, en fait, je me dis, un combat d'une telle ampleur, est-ce qu'on ne vaut mieux pas le préparer peut-être aux États-Unis? Surtout quand on voit, on va dire, les résultats peu positifs des Français face aux meilleurs de l'UFC. Je pense à Benoît contre Poirier, je pense à Cyril contre John Jones, je pense à l'époque Miocic contre Francis. À l'époque, bon, même si c'était notre génération, Cheikh Congo contre Ken Velasquez. Je dois sûrement en oublier d'autres. Mais voilà. Ou même John Jones, même Ouais, Francis contre Cyril. ouais, après, en fait, il y a ce que je pense et ce qui est sûr, c'est que le MMA est mieux implanté aux États-Unis et clairement en France, on a l'une des plus grosses faiblesses dans le MMA français, c'est le niveau de lutte et de sol. Et sur l'ensemble des combats perdus que tu as cités, bien souvent, la différence, elle s'est faite sur le niveau de lutte et de sol. Mhm. Donc déjà, ça, c'est un marqueur important à noter parce que je ne vois pas Adesanya lutter et performer plus que Nassour sur la lutte et le sol. Donc encore si Nassour devait affronter un Duplessis avec une forte lutte, un gros sol et tout, je te Mhm. dirais, OK, il devrait peut-être aller chercher des sparring partners aux États-Unis, ça serait peut-être plus simple, entre guillemets. Là, déjà, donc, il faut remettre le combat et la performance à faire qu'est-ce qu'il lui fallait là aujourd'hui comme profil? Bah, on a vu qu'ils ont fait venir un gars du pied-point qui a l'air vraiment fort. Je crois que c'est un Portugais, si je ne dis pas de bêtises, qui a plus ou moins le même profil qu'Adesanya. Ils ont fait venir des champions, enfin le frère de Boifia là, qui prépare les JO en boxe anglaise, c'est l'élite de la boxe. C'est le niveau amateur JO, c'est quand même un niveau élite en anglaise. Moi, je crois qu'il avait tenté des qualifications au JO 2024, mais il n'a pas Ok, réussi. ok, bah, je me trompe En peut-être. fait, Mais en tout En cas, fait, ça reste. laisse-moi, s'il te plaît, te couper si je peux me permettre. En fait, regarde le, le niveau des sparring. Et il faut pas oublier une chose, hein. Pour moi, peu importe le combat que tu prépares, c'est bien de ramener un lutteur olympique, c'est bien de ramener un boxeur olympique, mais il faut pas oublier que ça reste du MMA. Et quand tu regardes par exemple le background ou l'expérience des différents sparring partenaires, quand tu vois Adesanya sparer avec Bah ouais, c'est ce que j'allais dire. Whittaker, Mais tu c'est qui vois, son sparring? C'est qui le Whitta- sparring d'Adesanya? Whittaker. Non, mais à part Whittaker, il y a qui? Non, mais après forcément, mais tu me diras, son gym, comment il s'appelle son gym? Là où ils sont en Nouvelle-Zélande. Ouais, il y a le français, comment il Il y a s'appelle? Kevin Doucet, tu sais Kevin Toussé. voilà, t'as plusieurs, en tout cas, t'as plusieurs. En tout cas, j'ai l'impression que t'as plus de facilité à ramener des sparring de haut niveau qui performent à haut niveau en MMA qu'en France. C'est là où je veux en venir, en fait. Non, aux États-Unis, là où je te rejoins, c'est que ça sera plus facile de toute manière. L'écosystème est fait Mhm. que de manière où tu vas t'entraîner dans la salle à n'importe quelle heure de la journée, tu vas avoir des combattants qui sont dans des grosses orgas, grosses expériences avec j'ai envie de dire, un gros record. Maintenant, est-ce que déjà sur cet ensemble de combattants, il y en a réellement beaucoup qui veulent te voir progresser? Tu sais très bien l'ego des combattants entre eux.
Tu sais très bien comment ça fonctionne. Tu as les combattants qui eux-mêmes sont des compétiteurs et qui se disent, bah, ils voient Nassour peut-être comme un, pas forcément un bon sparring partner, mais plutôt comme quelqu'un pour se tester. T'es pas sûr des bonnes intentions et tout. Moi, je pense pas que ce soit si simple de trouver une salle dans laquelle tu peux aller t'entraîner et qui décide réellement de tirer vers le haut et avec des sparring partners qui ont vraiment une good vibes. Parce que déjà, en France, c'est compliqué parfois. Et à des niveaux beaucoup plus faibles. Donc, franchement, j'entends ce que tu dis et les craintes que tu dis. Si je prends, si je fais un véritable œil critique sur les salles françaises, clairement, on est en retard par rapport aux États-Unis. Le niveau MMA français est en retard. Mais en même temps, quand tu regardes le panel français, on a quand même 12 combattants à l'UFC. Sur les 12 combattants, on en a 4 dans le top 15. On en a 3 qui sont au port du top 15. On a des combattants qui sont dans des ligues comme le PFL, le KSW. Donc, Ah non, bien sûr, Mika, mais regarde, quand on fait le bilan sur les Français qui ont performé au plus haut niveau ou sont tombés sur ouais, mais le tu top peux, tu 5, peux regarder Manon Fiorot. bah, La bien sûr. méthode, Non, la non, méthode ça fonctionne. ah non, mais bien sûr, mais de toute manière, elle a su performer face à Blanchfield, à Rosana Majunas. Et comment les Français performent en général? Si tu regardes tous nos Français, sur quoi ils performent par rapport aux Américains, c'est le pied-point. Cyril Gane, il a surclassé tous ses adversaires. Manon Fiorot, elle surclasse ses adversaires. Nassourdine, il surclasse ses adversaires. Quand tu regardes Taylor à l'UFC, il surclasse en pied-point. Fares il surclasse en pied-point. Morgan Charrière, Non, mais il surclasse Mika, en pied-point. c'est pour ça que j'ai Non, bien mais juste pour précisé, une t'expliquer, fois qu'on Gomis, arrive. Mais non, mais ouais, mais, c'est vrai que j'ai bien expliqué qu'une fois qu'on arrive vraiment sur le gratin, top 5 top 3 et ouais, mais malheureusement, on qu'est-ce se qui casse fait la souvent la diff gueule en en fait. général? Mais qu'est-ce qui fait la diff en général? C'est le pied-point. Non, mais c'est la lutte qui fait qu'ils arrivent à gagner Oui, des mais c'est rounds. le MMA dans sa globalité, Mika aussi. Ouais, mais un Duplessis, par exemple, tu sais qu'il va pas venir faire du MMA, c'est pas vrai. Il va juste venir comme un bourrin te coller et amener au sol. Et c'est là où je te dis, par rapport au profil Adesanya, de toute manière, je pense que c'était pas une bonne chose forcément de rester aux États-Unis parce Ah que je non, non, pense bien que sûr. Après, en fait, si tu veux, moi, quand je vois, on va dire, le bilan, j'ai pas envie qu'on ait ce regret-là s'il y a une défaite et de se dire, ah, on aurait dû faire les choses autrement. Tu vois, en fait, j'ai pas envie que l'histoire se ouais, répète. C'est qu'est-ce vraiment que tu moi. aurais fait? Ah Moi, non, mais je sais pas. Moi, je parle ouais, vraiment en tant que spectateur, là. ouais, mais après, de toute manière, personne n'a l'abri d'une défaite. Ce que je veux dire, regarde Strickland qui bat Adesanya. J'aurais pas mis un centime sur Strickland qui bat Adesanya. Franchement, hein, je te jure. Et Strickland, bon, il est arrivé avec ses armes et il a fait avec ses armes. Un combat, il y a toujours un facteur X qu'on ne maîtrise pas. Et c'est pour ça que je dis le regret, tu peux l'avoir oui et non. Mais si tu viens avec un game plan en tête et que tu as tout mis en place dans ton game plan pour arriver à tes fins, tu peux être déçu, mais il y a des fois la déception, c'est juste que le mec en face de toi, il était meilleur. Il faut Ouais. l'accepter aussi. Ce soir-là, tu vois. Et, et je crois aussi, tu vois, et c'est normal, nos modèles, ce sont des gars comme, souvent on prend comme modèle les champions. Khabib, Georges Saint-Pierre, John Jones, Anderson Silva de la grande époque et tout. Et en fait, on exclut 99% du MMA, des combattants MMA, qui en fait, c'est pas qu'il faut banaliser la défaite, il faut pas la banaliser. Mais en fait, ça fait partie de, d'un, d'une vie d'un champion. En fait, la défaite, malheureusement, elle fait partie de la vie d'un combattant et d'un champion. Et il ne faut pas non plus mettre trop d'importance sur ouais, si on perd et tout. Des fois, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas non plus trop avoir peur de la défaite parce qu'à force d'avoir peur de la défaite, on va rentrer dans un immobilisme. C'est comme si tu attends le bon moment pour faire. Il n'y a jamais de bon moment. Regarde Tsarukyan. Si je prends l'exemple de Tsarukyan, j'ai l'impression qu'il attend tellement le bon moment pour affronter Makhachev que dès qu'il y a un petit truc qui vient perturber sa prépa, et je ne dis pas qu'il se réfugie derrière la blessure, il n'y a que lui qui peut savoir si vraiment il pouvait ou pas combattre. Mais j'ai le sentiment que des fois, à force d'attendre et à force de ne pas saisir sa chance, bah, tu fais rien. Donc franchement, on verra bien, mais je suis plutôt confiant sur ce combat. Et pour rentrer en profondeur quand même dans l'analyse, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, le cas, ce qui nous faisait défaut, c'était lorsqu'on tombait face à des lutteurs. Là, aujourd'hui, c'est deux strikers qui s'affrontent. Nasruddin qui est connu pour son anglaise, pour son explosivité, pour sa rapidité. Euh, on le voit en combat et nous aussi, on l'a connu en sparring face à nous. Et t'as Adesanya, bah, multiple champion de la catégorie. Même s'il est sur deux revers, la vérité, c'est que sa dernière performance face à Duplessis, j'ai revu le Adesanya des grands jours, même s'il a fallu
d'une petite opportunité pour, euh, pour que Duplessis sorte vainqueur de ce combat. Mais sincèrement, j'ai vu un Adesanya bien posé, bien stratégique, bien technique. Moi, maintenant, en fait, pour parler opposition, forcément, le cœur, il est avec Nassour. Mais déjà parce qu'il est français, parce qu'il représente la France, et de deux, parce que c'est un ancien partenaire. C'est un ami, Nassourdine. Je l'apprécie beaucoup humainement et sportivement. Mais en fait, j'avoue que j'ai un petit peu des craintes. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, techniquement, ce qui a fait défaut à Nassourdine jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est lorsqu'il tombait face à des gars qui envoyaient les jambes, notamment les calf kicks. Nassourdine, on sait qu'il a besoin de ses appuis parce qu'il débute en anglaise, parce qu'il frappe fort, parce qu'il explose bien en anglaise. Et aujourd'hui, le point fort d'Adesanya, c'est quoi? C'est le pied-point. On sait qu'il a une bonne anglaise, mais aussi on sait qu'il excelle sur les coups en ligne basse. Donc en fait, quand je compare les deux oppositions de style, je vois en fait plus d'armes du côté d'Adesanya que du côté de Nasruddin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, après, moi, j'ai une autre vision du combat. Mhm. Je sais pas du tout, j'ai pas échangé avec Nicolas et tout ce que je dis n'est que spéculation, donc faut pas, faut pas tirer des conclusions. Mais je pense que Adesanya il a montré des lacunes à plusieurs reprises en lutte et au sol. On l'a vu contre Blachowicz. Blachowicz était beaucoup plus lourd que Adesanya, donc méfiance. Mais Whittaker, on l'a déjà vu, notamment Whittaker 2, Whittaker Adesanya 2. On a vu un Whittaker amené au sol plusieurs fois Adesanya. Et je pense que ça, déjà, c'est l'une des solutions, entre guillemets, refuge. C'est-à-dire que dans le cas où on aurait beaucoup de mal, quand je dis on, c'est le clan français, aurait beaucoup de mal à trouver la distance sur les phases de striking avec Adesanya, la possibilité, pourquoi pas, d'aller timer et d'aller chercher en lutte. Parce que c'est quelque chose qui pourrait surprendre Adesanya et c'est quelque chose qui pourrait faire que on gagne des rounds assez tranquillement. La deuxième chose, et c'est une crainte, c'est que le jeu de déplacement et de kick d'Adesanya, c'est un jeu qui frustre. C'est un jeu dans lequel on peut vite tomber dans l'émotion. C'est-à-dire que si Adesanya il commence à kicker, à se déplacer et à narguer Nassour, effectivement, on peut avoir un Nassour qui, on le sait, il aime pas ça. Il aime pas que tu te moques de lui et il peut prendre ça personnellement et sortir un peu du combat. Maintenant, j'ai confiance aussi au fait que Nassour, quand il tombe pas sur des lutteurs, c'est un putain de diesel. Quand il tombe sur des strikers, c'est un gars qui diesel et au fur et à mesure des distances, Adesanya, forcément, il va moins bien se déplacer. Et forcément, à un moment donné, au fur et à mesure du combat, on va avoir un Nassour de plus en plus moins à distance d'Adesanya. Et je pense vraiment que la boxe anglaise de Nassour, et ça, c'est un fait intéressant, c'est que même quand il est fatigué au quatrième round, s'il te touche, il te touche. Il a quelque chose dans les points. Mhm. Et donc, cet ensemble d'éléments fait que j'ai le sentiment que dans l'arsenal que peut proposer Nassour, tu as un plan A, un plan B et un plan qui est évolutif au gré du combat. Et j'ai le sentiment que Nassour vraiment a les armes et va le faire samedi. J'ai l'impression que c'est son heure. Vraiment, je pense que c'est le Mhm. combat de la révélation. Après, attention, Adesanya, grosse légende. Et on l'a vu, Adesanya, faut pas oublier que je sais pas si chez les 84 kilos, je pense qu'Anderson Silva, c'est quand même on peut considérer que c'est le Ouais, GOAT, mais il a failli, en fait, à un moment donné. ouais, c'est ça. Franchement, et on peut dire qu'il a quand même battu les plus grands champions de 84 quand ils étaient quasiment à leur prime, hein. Donc, il a fait le taf à Adesanya quand même. Donc, voilà, c'est un combat qui va être difficile de toute manière à très haut niveau. C'est comme des matchs de Champions League dans le foot. Être sûr et certain que l'un va gagner ou que l'autre va pas gagner, non, c'est pas possible. Tu vois, je peux pas mettre ma maison ni sur l'un ni sur l'autre. Mais moi, si tu me demandes mon avis, si j'ai 100 euros à mettre, par exemple, je les mettrais du côté Nassourdine Imavov. En tout cas, voilà, sachez bien une chose, c'est qu'on sera de tout cœur, en tout cas, avec Nassourdine. Mais Moi, forcément, je commenterais l'Hexagone à Nantes et en fonction des horaires, je pense que ça tombera, le main event, il tombera quasiment. ouais, c'est l'heure européenne, c'est vrai. L'heure Ouais, donc, européenne, donc on n'aura pas besoin de faire de nuit blanche, ça mais c'est cool moi, ça. ça veut dire que je serais en train de commenter, je regarderai le combat de Fares et de Nassourdine en parallèle. Mais vraiment, je vous invite, tous les Français, tous ceux qui nous suivent, je le dis souvent, ça coûte rien, franchement. Et soyez des supporters, pas juste des spectateurs. Allez donner de la force à Fares, allez donner de la force à Nassour. Je vous assure que quand vous êtes combattant et que vous recevez de la force, je vous assure que ça donne une énergie de ouf.
Mhm. Et voilà, et ils vont représenter la France au plus haut niveau. En plus, c'est une France qui nous ressemble, entre guillemets. Ça fait plaisir d'avoir des athlètes avec lesquels on peut s'identifier. Donc, foncez les gars, c'est des gars discrets qui performent dans la cage, qui font le taf. Donnez un maximum de force, allez sous leur poste et encouragez-les durant toute la fight week. Ça pourra que leur faire plaisir, les gars. Forcément, Farezian, faut c'est envoyer son des Instagram. bonnes vibes. Ouais, et Nassourdine Imavov, c'est son Instagram. Donc, donnez de la force au maximum, les gars. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à dire vos pronostics sous les commentaires. C'est pas désactivé, donc vous pouvez y aller. Casse pas les couilles, Ibi, je te jure. Donc, non, voilà, Mika, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour, nous. Après, Ouais. tu voulais parler, toi, tu m'as dit que tu avais un sujet podcast, parce que tu avais regardé le podcast de Guillaume Pelletier, tu voulais peut-être Ah, en commenter fait, non, dessus. j'ai pas eu le temps de le regarder, mais j'ai vu en fait qu'il y a eu un petit peu de grabuge sur Twitter. En fait, il y a eu un passage de. Bah, regarde, tu vois, je à peine Twitter et je vois que Fernand, il a remis un autre post. Attends, En fait, c'est. Bon, après, on va pas se mentir. En tout cas, ceux qui sont dans la série MMA savent que c'est pas le grand amour entre Fernand Lopez et Guillaume Pelletier. Et là, j'ai à peine ouvert mon Twitter et Fernand Lopez, il met un post en visant Guillaume Pelletier en disant il a du mal à exister sans mon nom dans sa bouche. Venant du mec qui a blacklisté la moitié des médias français, d'accord, j'étais bavard, mais qu'est-ce qu'il jacte ce guignol? Donc en fait, vraiment, on voit que les deux, ils se lancent des attaques frontales, j'ai envie de dire. Et bah, parce il y a un reproche d'un côté et de l'autre. Enfin, en fait, c'est parti de quoi? Guillaume, il a fait son podcast avec l'Apogée. Et du coup, il reproche en fait le matchmaking concernant l'adversaire d'Axel Sola en fait. Et donc il y a un gars qui s'appelle Jawed en fait qui a publié l'extrait sur Twitter. Et du coup, en fait, d'ailleurs, même lui, il n'était pas d'accord avec Guillaume Pelletier parce qu'il disait que lui-même qu'il faisait aussi pareil avec ses combattants. Et du coup, il a été en fait sur Tapology ou sur Fight Matrix pour montrer en fait le classement du futur adversaire d'Amil Ayub qui est classé, je crois, 643e. Donc du coup, Fernand, il a réagi à ça en disant que bah, Guillaume Pelletier faisait aussi de même. Et voilà, donc, voilà, il se tire un petit peu dans les pattes Ouais, les deux. je regarde. La polémique, elle naît de quoi? Elle naît de l'adversaire de Sola qui n'était pas le plus gros adversaire qu'on a pu lui trouver. Et nous, on l'avait dit hein, la semaine dernière de toute manière que c'était pas. Clairement, c'était pas le meilleur. Axel Sola prouve qu'il est super fort, mais que forcément, on avait préféré l'opposition contre Yunusov et surtout contre Daguerre parce que c'était une opposition forte. Après, sachez que si Sola il fait 5 guerres comme il a fait contre Daguerre allez, dans 3 ans, il mange de la purée mousseline. Faut pas l'oublier aussi. Donc, quand tu sors de. Après, faut pas oublier, non, mais parce que souvent, on pense je prends la défense de personne encore, mais souvent on pense qu'un combat, c'est juste le matchmaker qui l'organise, mais c'est pas vrai. Derrière, vous avez l'athlète qui est entouré par un manager, et le manager, des fois, il met les hauts là en disant, attendez, on a eu un combat très difficile et on veut un combat plus ou moins facile, par exemple. Et quand on regarde effectivement l'opposition qui a été proposée à Sola, je pense qu'il y avait mieux à faire Tu vois, j'aurais même Mhm, préféré qu'on remette Oudela face à Sola. Par exemple, si Oudela avait été prêt, je ne sais pas si on lui a mhm. proposé ou pas, tu vois. Le top du top, ça aurait été Amin Ayoub face à Sola. Ça aurait été le Graal absolu d'avoir ce combat. Euh, donc ça, je rejoins sur le fait que l'opposition qui a été proposée, c'est pas un combat qui hype et c'était pas le genre un combat qui permet de réellement voir je dirais le vrai niveau de ouf de Sola. Maintenant, il faut comprendre aussi du point de vue du manager. Donc là, c'est Aldric qui gère la partie management, que des fois aussi, il a envie de préserver aussi son athlète et il ne peut pas faire 5 guerres en 6 mois, Ah, tu vois. après, moi, si je comprends bien le fonctionnement, je pense que quand Fernand Lopez il envoie l'adversaire à Aldric, je pense qu'Aldric il doit directement accepter. Tu vois, donc Ouais, je mais pense qu'il n'y a peut-être même que pas de. Aldric. Non, mais tu sais. Ouais, après, je sais pas. Tu as raison. Franchement, je fais que des hypothèses. Ensuite, il y a là où, pareil, j'ai trouvé que, effectivement, donner la ceinture à un gars qui a 2-0, même s'il est fort, il a un gros palmarès box taille, on y revenait. Quant à Ilyes Giroun, effectivement, dans le roadster, et en plus de ça, qui est natif de Nice,
je peux comprendre que ça agace de ouf d'avoir un gars qui grille la priorité à Giroud, qui est, à mon sens, plus méritant. Bah justement, en fait, enfin, je lis ce qu'il a mis, hein. En gros, justement, en fait, par rapport à ça, Fernand, il dit qu'en gros, que Guillaume, il critique Aziz Lali et que lui, à l'époque, son athlète Alexandra Tekena, elle avait fait la ceinture d'Arès alors qu'elle avait à peine 2-0. Ouais, et même si tu regardes les derniers adversaires de Amin Ayoub au Ares, bah, franchement, c'était pas exceptionnel non plus, hein. En termes de palmarès, on va pas se mentir. En termes de palmarès, le dernier Brésilien, c'est vrai qu'il est Même classé l'avant-dernier, ouais. 458e, mais pourtant, il était fort. Ouais, mais regarde, t'as même une fois, il a affronté un mec, un Égyptien qui avait une bandolière au genou. Je sais pas, il est venu blessé. Tu te souviens pas? Si je Tu me te souviens ou rappelle, pas? ça Ah, c'était en short franchement, notice là. Lui et Ibra, ils avaient ouais, été appelés en short notice. Après, ouais, très honnêtement, c'est pas parce que Amine Ayoub c'est un ami, mais l'avant-dernier adversaire là qui prend là, comment il s'appelle attends, je vais retrouver son nom. Estabili Amato là. C'est vrai qu'il est classé 458e, mais je trouvais qu'il était fort. C'était le bah, combat à les mecs, Marseille. c'est pas. Non, mais les mecs, c'est pas des merguez. En plus, ils ont rien à perdre. Les mecs, ils arrivent, ils sont 458e mondial. Ils affrontent un mec qui a pas perdu depuis je sais pas combien de temps. Qui est truc, il a rien à perdre. Le mec, il vient, il s'entraîne comme un fou. Ouais. Il vient, il a 3 minutes dans les pattes. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que dans les deux sens, entre les deux, il y a matière à pouvoir tirer dessus. Après, là, ce qui est bizarre, entre guillemets, hein, encore une fois le mot bizarre, c'est que les deux travaillent pour la même boîte. Mhm. Euh, Mais est-ce qu'aujourd'hui on arrive à établir réellement le rôle de Guillaume? mais j'arrive à établir. En fait, les deux sont censés travailler ensemble pour le matchmaking, de ce que je comprends, mais ils n'y arrivent pas forcément. C'est ce que je comprends aussi. C'est ce que je comprends aussi. Et du coup, forcément, bah, ça prête à ce genre de situation. Et après, tu vois, encore une fois, je pense que le Ares est numéro un euh, et que du coup, je sais pas, je sais pas si c'est une bonne chose d'utiliser Twitter pour. Après, ça fait des dramas, tu vois. Ça fait, les dramas font commenter, les Des commentaires. dramas sportifs, Mika, faut préciser. Ouais, drama sportif, non, mais ça fait commenter, ça fait like et tout. Mais je suis pas. Si tu regardes d'un point de vue casquette Ares, je dis, ouais, à quoi vous jouez, les gars? Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, après, écoute. En tout cas, Après, tout ce qui est. bon, d'ailleurs, je vais réactualiser la proposition pour recevoir Guillaume. Je vais lui envoyer un petit message. Et On bah, Guillaume et Lopez Fernand, en même comme, temps. ouais, On prend les deux en même temps. Non, mais pourquoi sérieux. pas? Écoute, on va essayer, hein. Mais en tout cas, voilà, on a juste relayé en tout cas les tweets sans prendre parti pour qui que ce soit. Donc, de toute manière, vous pouvez aller vérifier, hein, c'est sur le compte de Fernand Lopez sur Twitter. Guillaume Petit, je ne crois pas qu'il est tuteur, mais en tout cas, c'est Fernand qui a réagi à. D'ailleurs, en plus, tu vois, sur les tweets, tu vois beaucoup de tweets qui disent, là je regardais, pour être honnête, tu as beaucoup de tweets, et je n'ai pas regardé en détail, mais tu as beaucoup de tweets qui disent, en gros, à l'époque, quand c'était King and the G, on disait, genre, en gros, bah, le manager, il peut exposer sa vision des choses et il n'y a personne qui le contredit, parce qu'en gros, c'est Mhm. une tribune dans laquelle il expose son point de vue et il n'y a pas forcément de contradiction. Et de l'autre côté, on dit, bah, en fait, tu fais exactement la même chose aujourd'hui. Tu vois ce Bah que je veux après, dire? c'est vrai que quand tu regardes même le nom du podcast King and the G, et que là tu vois en fait bah, Guillaume déjà qui a fait plusieurs podcasts avec plusieurs médias différents. À l'époque c'était avec After Fight, ils avaient le journal du fight. Ensuite je crois qu'il y avait avec No Sense, il faisait pas mal d'apparitions avec No Sense. Et là, Et c'est qui désormais? C'est aujourd'hui l'apogée, c'est c'est avec ça? l'Apogée. Et c'est vrai qu'en gros ils ont un hebdomadaire, d'ailleurs qui sort aussi le lundi 18h qui s'appelle le boss à l'apogée. Et c'est vrai que ben ça, on va pas se mentir, ça rappelle quand même l'époque du King and Duddy, tu vois. Donc après, voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup parfois. Voilà, en tout cas, voilà, je vous laisse faire vos propres avis. Mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de similitudes, soyons honnêtes. Et je pense que même Guillaume aujourd'hui, il s'en cachera pas. Donc, mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, Fernand Lopez, il a beaucoup été critiqué sur ses apparitions médiatiques. Et aujourd'hui, on va pas se mentir, quasiment tous les managers et tous les coachs aujourd'hui ont leur plateforme, en tout cas leur vecteur de communication. Tu vois, je pense même à Daniel Wara avec le LFE. Il y a Adrien Cassata avec le Fight Minds. T'as Guillaume avec les différents médias et aujourd'hui celui de l'Apogée. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que bah, quand tu es manager ou entraîneur et tout, bah, tu vois que
c'est indispensable de savoir communiquer ou de communiquer même. Bah, pour faire la promotion de tes élèves, pour faire la promotion de ton gym, pour faire la promotion de ton organisation. Donc voilà. Ouais, ouais, non, c'est vrai. De toute manière, après, ils s'en défendront. Mais j'ai déjà vu les amorces en défense. Mais c'est clairement quelque chose, en tout cas, qui est, comme tu le dis, sur le principe, même si le fond n'est pas le même, la forme est exactement la même. C'est-à-dire que tu as un manager qui vient chaque semaine dans un édito et qui fait et qui expose sa vision du MMA. Et après, est-ce que c'est utilisé de la même manière? Est-ce que, tu vois, après, c'est des procès d'intention. Mais sur la forme, on est sur la même chose. Mhm. Mais écoutez, en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mika, c'est tout pour nous. Il est quand Ouais. même 1h06 du matin, hein. Donc, on fait ça pour vous, pour le peuple. Donc, passez une excellente soirée, une excellente semaine et on se voit très vite. Vas-y, Bi, ciao, ciao.